Hey, la tasse Musique Plus, Ça. j'adore ça. Je m'appelle Tatiana Polavoy. En 2009, j'ai gagné VJ recherché à Musique Plus. En une nuit, ma vie a complètement changé. Aujourd'hui, Musique Plus n'est plus, mais ensemble, on va revivre dans la nostalgie les plus beaux moments de la chaîne avec certains des VJ les plus marquants de Musique Plus. Parce que Musique Plus, ça a marqué des générations, ça a changé la télé au Québec. Bienvenue dans les années Musique Plus. Geneviève Borne, Mike Salut. Gauthier, je suis tellement Salut. contente de vous recevoir. Vous êtes comme deux figures mythiques de Musique Oh, Plus oui. pour moi. Parce que, Mike, on a travaillé ensemble. Ben oui. On était là. On se côtoyait. J'étais là pendant que toi, tu étais là. Oui. Tu étais là de 93 jusqu'à 2015. 2015. Fait que c'est beaucoup Oui. de temps. Nous deux, on a travaillé en même temps, Oui. ensemble, mais toi et moi, on s'est pas croisés. à On Musique s'est pas Plus. croisés parce que tu étais là de 92 à 2000. Exact. J'étais arrivée comme une dizaine d'années après, mais on s'est rencontrés tantôt, puis c'est comme si on venait du même village. Mais Qu'est-ce qui on se vient, passe? du même village, de la même communauté. Oui. C'est dans notre ADN, je pense. On est des musiques plusiens, tu vois? Oui. On est des musiques plusiens. On fait partie d'une tribu. Oui, Et il y a que les musiques plusiens qui peuvent comprendre C'est ce vrai. qu'on a vécu. c'est vrai. Puis ça fait qu'on on a un sentiment de solidarité, Oui. peut-être, quand on se recroise après sur d'autres projets. Bon, on n'était pas en même temps, mais j'aimerais ça que chacun, à votre tour, vous résumiez un petit peu votre époque. Qu'est-ce qui était hot? Qu'est-ce qui pognait comme musique? Qu'est-ce qu'il y avait comme émission? Geneviève Ouais. commence. Moi, j'ai passé pratiquement toutes les années 90 à Musique Plus. Alors, c'est à la fois les boys bands, le grunge qui a explosé, le métal qui est devenu complètement commercial avec Metallica et plusieurs groupes, une nouvelle invasion britannique avec entre autres Oasis et Blur, Wow. et Madonna qui a régné tout au long des années 90 aussi. Donc, c'est varié musicalement. C'est des mouvements musicaux très forts. Tu sais, le grunge, Ouais. on va toujours s'en souvenir. Et puis toute la musique électro, le big beat, le trip-hop, toutes ces tendances musicales électroniques-là qui ont été très, très fortes. Donc, il y a des mouvements vraiment marquants pendant cette décennie-là. Oui, puis c'est drôle parce que tu nommes Madonna, puis pour moi, je peux pas entendre le mot Madonna quand Mike Gauthier est à côté de moi. Madonna, lui, il dit Madonna. Ah, c'est trop drôle, ça. Ça t'a vraiment, On m'a c'est vraiment invité pour ça. resté. J'étais allé faire le tricheur l'autre fois. Puis on m'a invité juste pour ça. Mais pour voyons aller parler donc. de VJ. Puis le Guy Jourdouin a dit Hey, au retour de la pause, Mike, j'ai dit on va pas sombrer dans l'enfer de la drogue et de l'alcool. Mais Madonna va chanter avec Metallica. C'est ouais, ça. ouais. Mais en fait, c'est parce que tu le dis avec l'accent anglais, tu le dis de la Ben bonne ouais, façon. je l'ai dit comme ça, puis ça a donné, Ouais. ça m'a comme accolé, puis c'est pas pire que quelqu'un d'autre qui parle. Tu sais, Sonia en a aussi qui a fait, Oui, Jen oui. en a aussi, on en a Oui. toutes, mais Oui. celui-là était parce que elle était tellement dans l'actualité, Ouais. cette chanteuse-là, que les gens l'ont entendu. Puis moi, tu sais, je le disais de cette façon-là, puis ça m'a suivi. Mais moi, le parcours que je te dirais, ça se résume à 3 noms. Quand je suis arrivé à Musique Plus, il s'est Ouais. produit des choses qui ont fait que ça m'a comme propulsé. La première, Michael Jackson. Oui. C'est là que ça a commencé à babasser en rapport Ouais, avec les les scandales. attouchements. C'est ça, exactement. Il y a eu ça. Après ça, Céline Dion lance son album. Il n'y a pas grand monde. Je pense que... T'étais-tu encore là? T'avais quitté? Je pense que t'étais parti. Ou Sonia, Mais- elle a lancé Power of My Love, quelque chose de genre. Mais là, non, j'ai mais commencé... j'étais là, c'est en 94. Oui, exactement. Ouais, C'est- t'étais Hey, j'étais là certain. J'ai commencé à être collé sur Céline Dion, puis Oasis. Ah, Les chicanes des frères Gallagher, là. Fait que toi, tu parles des années 90, Mike, Ouais. tu dis Michael Jackson, Ouais. Céline Dion, qui a lancé en collaboration avec Musique Plus un album très C'est ça. important, et la chicane des frères d'Oasis. Ouais. Mais moi, quand je pense à toi dans les années 90, je pense à Kurt Cobain qui meurt, puis toi, tu te retrouves avec ça en direct. Oui. My ouais. God! Ça, c'est un des extraits qui est pour moi le plus marquant. Kurt Cobain meurt, puis t'as un 6 minutes à faire live. T'en souviens-tu? Oui, ben plus ou moins. On m'a dit que le net commençait, c'était très embryonnaire. là. Ouais. Et puis on s'informait par le biais de différentes choses. Tu sais, il y avait le Daily Insider qui s'appelait dans ce temps-là. C'était un fax qu'on Ouais. recevait de Los Angeles à Ben tous les non. jours, Oui. avec toutes Oui. les nouvelles là-dessus. Ça nous permettait d'être bien à l'avance parce qu'il y avait un gars à Los Angeles qui, lui, faisait juste ça. Lui, il faxait des nouvelles. Il était à Los Angeles, puis on apprenait plein de choses comme ça. Fait que moi, Fait que là, je t'es à me côté nourrissais. chance. du télécopieur. Ouais. Puis ça, c'était à qui allait pogner
pogné la feuille qui allait sortir? Ben, ça allait à Mike, parce que Mike... moi, je faisais les nouvelles dans ce C'est lui temps-là. qui faisait les nouvelles. C'est ça. Fait que c'est sûr que ça allait directement à Mike. Donc, probablement que la réceptionniste qui recevait le fax le donnait directement à Mike. Puis là, t'avais reçu des nouvelles de Kurt Cobain. Puis ça, Cobain, à un moment donné, on recevait aussi un magazine spécialisé dans la radio puis dans les médias américains. Puis, le réflexe, tu sais, Philippe Filmieux m'a tout le temps taquiné en disant « Toi, t'es un newsgetter. Oui. T'es le gars qui part... » Puis on dit, voici ce qu'il faudrait savoir, puis on le sait après. Et là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai regardé des stations rock à Seattle. Il y avait un numéro de téléphone, j'ai appelé, j'ai dit, bonjour, je suis journaliste à Montréal, puis je viens de voir sur CNN que Kurt Cobain serait décédé. Est-ce que c'est vrai? Là, il y a quelqu'un qui a été très gentil. La réceptionniste m'a dit, bougez pas, il y a quelqu'un qui va vous parler. Puis je pense que c'est le directeur musical qui m'a dit, ben oui, il y a ça. Fait que je suis parti pendant 6 minutes, j'ai fait ça. Mais ça, c'est des moments que je revis et que je regarde, mais je fais comme, ça faisait partie de ma job, ça faisait partie de mon quotidien de faire du temps, puis de donner de la nouvelle, puis de l'expliquer surtout. Oui, c'est vrai, parce que c'était ça aussi, Musique Plus. Tu sais, c'était beaucoup, oui, il y avait les clips, puis tout ça, puis je suis contente de vous avoir les deux, parce que pour moi, vous êtes deux figures du journalisme musical. Tu sais, remettre en question, hey, Geneviève, là, t'as fait des entrevues, des topos de quoi, 7-8 minutes, là, quand t'es arrivée. C'était-tu difficile à faire? Comment tu faisais? Comment tu te préparais? Combien de temps t'interviewais les artistes? On dirait que dans ma tête de fille qui a été là en 2009, ça se peut pas, tu sais. Moi, mon travail, c'était d'être journaliste pour l'émission Fax, l'émission culturelle qui était diffusée tous les soirs et qui éventuellement est devenue une émission hebdomadaire. Mais pour Fax, on faisait des entrevues préenregistrées avec les artistes et je faisais une entrevue d'une demi-heure, puis je transformais ça en reportage d'à peu près 7-8 minutes pour l'émission Fax. Donc, on mettait des extraits de spectacles de la veille, des extraits de vidéoclips et des extraits d'entrevues qu'on choisissait. Fait que j'étais dans la salle de montage. Mais il faut que tu imagines que je suis sortie tard la veille. Peut-être que j'ai couvert 3 shows la veille. Je suis allée au Centre Bell, je suis allée au Fofone électrique, puis je suis peut-être allée au Club Soda. Puis j'ai fait 3 entrevues dans la journée d'hier. Et le lendemain, je fais le montage pour que ça passe le soir même. Parce que vous faisiez votre montage, c'est ça? Oui. Oui, mais tant mieux parce que tu choisis et tu connais ton sujet. Donc, tu contrôles ce qui s'en va en ondes. Et tout ça devait être traduit aussi avec des sous-titres. Et si on avait une très, très grosse entrevue qui en valait la peine, on en faisait une émission spéciale. OK. Donc, c'est arrivé avec plusieurs artistes qu'on s'est dit, l'entrevue au complet est intéressante. C'est Radiohead. Faisons une demi-heure en ondes avec Radiohead ou faisons une demi-heure avec Madonna, une demi-heure avec tel autre artiste. Ce qu'il y avait d'extraordinaire aussi, c'est les artistes du mois. Et ça, c'était en direct. Ça durait 90 minutes. Et toute la traduction en direct. La traduction en direct. Mais un artiste du mois, mettons, c'est une grosse affaire à Musique Plus. Là. Tout le monde était comme mobilisé autour de ça. Oui, ça veut dire que pendant un mois, on jouait plusieurs vidéoclips de l'artiste. Ça veut dire qu'on pouvait jouer des extraits d'entrevues faites dans le passé. Et qu'au bout de ce mois-là, consacré à la formation, le groupe venait en studio et jouait devant public pendant 90 minutes, prenait les questions du public, tout ça. Puis moi, j'animais ça. Je faisais la traduction en direct. Je lançais les prestations, tout ça. Mon grand coup de cœur, c'est avec R.E.M., avec le chanteur Michael Stipe, qui avait été très extraordinaire, gentil. Super gentil. Et puis avec Sean Lennon aussi, ça avait été super le fun. Mais tu sais, quand tu as 90 minutes, c'est tellement génial. Tu as le temps d'entrer dans des sujets. 90 minutes avec un artiste. Mais moi, c'est les noms. Quand je regarde, tu sais, qui y avait en artiste du mois, là, j'en ai ici. Lenny Kravitz, les Stone Temple Pilots. Que j'ai fait. Ça venait à Musique Plus, là. C'est oui. des artistes. Comment Musique Plus faisait pour David Bowie. Pour attirer de si gros noms. C'était-tu l'époque? Comment ça fonctionnait? C'était les relations qui s'étaient, je pense, développées avec les maisons de disques. Et aussi le sérieux. C'était surtout le fait que quand les artistes ils venaient à Musique Plus, ils partaient pas en disant c'est qui les bouffons qui nous ont parlé. C'était sérieux. Puis souvent, les équipes demandaient à voir ce qu'on avait déjà fait. Ils observaient ça. Puis ils disaient OK. Puis il y avait eu Bowie.
oui, il y en a passé des... Tu sais, quand tu passes des gros canons comme ça, c'est facile de convaincre les autres par après qui vont, qui vont dire, on sait pas si on devrait faire ça. Il y en a qui vont dire, on veut pas faire de TV ou tout ça. Mais finalement, la majorité des gens qui ont passé, moi, je me rappelle d'avoir fait Kiss acoustique, là, c'était... Kiss acoustique. Je capotais parce que le premier show que j'ai vu au Forum, c'était à Kiss, puis Paul Stanley qui se croise les bras puis qui s'accote sur les road cases puis qui me parle comme si j'étais son ami, là. Parce qu'on attendait, tu sais, parce qu'on l'attendait beaucoup. Il y avait la répétition dans l'après-midi, puis là, il faisait des balances de son. Puis Paul Stanley était venu s'accoter à côté de moi, puis il me parlait comme s'il était mon ami, puis qu'il me connaissait depuis des années, puis ça avait été pareil. Faire Jean Leloup en artiste du mois, il m'a dit une affaire. Dieu. 90 minutes à réussir à asseoir Jean Leloup qui joue des tonnes. Puis sans qu'il se sauve, sans qu'il y ait une controverse. Ça, c'est un des moments les plus drôles que j'ai vécu. Ah ouais, pourquoi? Parce que on se prépare à aller en onde, puis Leloup, il s'entend bien avec moi parce qu'il sait que s'il part à déraper, je suis capable de déraper, puis je ne vais pas le contrôler. Il sait, mais il sait que je vais quand même vouloir avoir un bout d'entrevue sérieuse avec. Et là, on est 5 minutes avant. On est 5 minutes avant d'aller en onde. Il s'assoit sur la chaise puis fait comme Mike, je suis pas bien dans la chaise. Je fais comme c'est correct, Jean, regarde, ça va prendre 5 minutes, on va parler, tu vas jouer tout de suite après, mais je suis pas bien dans la chaise, je veux pas m'asseoir dans la chaise. Non. C'est une chaise à 3000 $ qui avait été châtiée, c'était beau, tu sais, c'était beau. 3000 $ pour une chaise pour Musique Plus. Ah oui, ils allaient chercher des meubles pour les Et là, il fait comme on va aller s'asseoir sur les amplificateurs. Mais là, l'éclairage est alléché pour l'artiste du mois. Et là, je vois les caméramans, puis tous les éclairagistes qui sont en tabarnache parce que là, ils font comme, non. Et là, le loup, il va s'asseoir, puis là, à un moment donné, on est à vite parce que l'équipe technique était tu sais, nous autres, on faisait des belles affaires, mais c'était beau à cause d'eux autres aussi. Et puis là, c'est ça, ils ont réussi à ajuster. Là, le loup, t'es tout content. Il y avait du fun. Il s'assoit sur mes genoux à un moment donné. Tu sais, c'était comme, tu sais, genre le loup, là, c'était à prendre une super balle, t'as lancé dans la pièce, puis ça rebondissait partout. Puis à un moment donné, tu réussissais à leur pogner. Là, t'as calmé un peu. Là, ils parlaient un petit peu, puis ils repartaient à déraper. Mais c'est des beaux moments. Mais Jean Leloup, pas juste Leloup, on a tous vécu des moments comme ça où les artistes étaient avec nous autres, puis à un moment donné, ils sortaient du cadre de faire une entrevue, puis là, il y avait du fun, puis ils s'amusaient. Le soleil est à nos portes, puis il sonne pour rentrer. Qu'est-ce que ça fait d'entendre ça? C'est merveilleux. Ça sent le printemps. J'ai hâte qu'ils voient le show. Je peux-tu comme m'installer sur le divan chez vous? Bienvenue à Survivor Québec! Le public est pas prêt à ça. Je viens vers toi et vers toi, pas toi. On en apprend quand même un peu dans ce show-là. Je te souhaite un fabuleux printemps. Vous voulez pas manquer ça. Le printemps, c'est beau sur nous. Mais c'est ça qui est drôle, je vous entends parler, puis j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose, tu sais, pourquoi moi j'étais chez nous, puis je vous regardais, puis je trouvais ça tellement cool, c'est que vous aviez l'air d'être amis avec les artistes. Ouais. Beaucoup. Fait que c'est sûr que quand tu passes la journée avec Paul Stanley en attendant, puis qu'il répète, ou avec des... Tu sais, à un moment donné, c'est que tu tisses des liens, tu sais. Est-ce qu'il y avait cette proximité-là entre les VJ, les animateurs, puis les artistes? Oui, il y avait une proximité parfois parce que ce qui arrivait, c'est que des fois, dans la même année, on pouvait recroiser le même artiste 3 fois. Oui. Comme par exemple, je pouvais aller à Toronto faire une entrevue avec Aerosmith et les retrouver 3 mois après à Montréal en coulisses de leur spectacle et les revoir après à une autre occasion dans un festival. Donc, Steven Tyler devenait ton ami, finalement. Ben, écoute, il paraît qu'il s'est fait des mèches mauves parce qu'il avait aimé mes mèches mauves. Ben non! Oui, il a dit « Ah, j'aime ça, je vais faire la même chose. » Oui, fait que puis je l'ai vu quelques semaines après, il avait les mêmes mèches que moi. C'est tellement drôle. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce Musique Plus-là où tu t'assoyais 90 minutes avec Michael Stipe et le Musique Plus que moi j'ai connu en 2009 où on recevait moins d'artistes, on sortait moins pour faire des reportages, les topos étaient moins longs. Qu'est-ce qui est arrivé? Les ventes ont pris le contrôle de Musique Plus. Les ventes ont commencé à dire... Parce que dans ce temps-là, prendre un risque d'avoir R.E.M. 90 minutes, c'était gros, là, parce qu'R.E.M. c'était un peu pointu, même s'il y avait eu Losing My Religion et tout ça. Mais quand, à un moment donné, là, on a commencé à regarder les impacts des émissions sur les résultats de code d'écoute, les résultats d'audience, c'est là que ça a commencé à changer. C'est là qu'il y a eu des émissions qui ont commencé à être plus formatées, si on peut dire. Tu sais, nous autres, on partait 90 minutes, c'était planifié, mais on pouvait vivre des beaux moments. Tu sais, si Jen a commencé à parler avec Michael Stipe de quelque chose ou d'un band ou n'importe quoi qui était moins connu, ben, il n'y avait pas de problème. Mais là, après ça, il fallait tout le temps
Là, après ça, il fallait tout le temps faire... On se rapprochait un peu des télégénéralistes, je te dirais, tu sais, parce que là, on était un peu moins pointu, on s'adressait moins à la personne qui était vraiment branchée sur la musique. On commençait à vouloir aller chercher quelqu'un qui pouvait être intéressé un peu par soit un style musical qui était... Tu sais, ça le reflet de ce qui se vendait. Alors que nous autres, dans le temps qu'on était là, c'était plutôt nous qui amenait des ventes, qui allait créer des ventes puis des phénomènes. Et il y a aussi le fait que moi, j'ai quitté en 2000. Donc, j'ai quitté. La dernière émission que j'ai faite, c'est l'Artiste du mois avec les Stone Temple Pilots. Puis après, j'ai terminé là-dessus. Donc, sur un high, puis avec un beau souvenir de ce que Musique Plus était. Mais j'ai l'impression aussi après, c'est que les ventes de disques ont chuté énormément. Donc, les maisons de disques avaient moins d'argent pour envoyer des artistes faire une prestation parce que c'était les maisons de disques qui payaient pour le voyagement. Tu sais, si, par exemple, R.E.M. venait en studio, ils n'avaient pas nécessairement déjà un spectacle à Montréal. Ils pouvaient venir juste en promo. C'est ça. Ils faisaient un voyage, là. Ils partaient. Tout le groupe. Puis là, ils prenaient l'avion. Oui. Puis le gars de son. Puis... Et donc, pour eux, c'était un investissement. Oui. Mais là, s'il n'y a plus de vente de disques, et si en plus, comme tu dis, les codes d'écoute deviennent importantes, c'est deux facteurs majeurs qui font qu'il n'y a plus personne qui prenait de risques. C'est quand on a commencé un peu à se prendre pour une vraie TV, sans vouloir être autiste, parce qu'on n'était pas de la vraie TV. Tu sais, moi, j'ai jamais fait de la vraie TV. J'ai été vu à la télé, mais on faisait des programmes destinés à divertir puis à alimenter les gens qui aimaient la musique. Mais quand on a commencé à vouloir faire plus de la vraie télé, là, ben c'est là que ça a commencé à être différent, parce que les gens pouvaient retrouver dans une télé généraliste ce qu'ils trouvaient à Musique Plus, parce que faut pas se le cacher, Musique Plus, à un moment donné, quand plus le temps a avancé, plus on est devenu comme le deuxième ou le troisième choix. Tu sais, avant ça, quand tu voulais absolument voir de la musique, tu t'installais, puis il y a du bon, tu sais, il y a combien de gens m'ont dit, j'enregistrais tes fax 57 pour le lendemain matin, pouvoir en parler à la radio, d'avoir des nouvelles un peu différentes, tout ça. C'est une référence. Après ça, c'est devenu comme plus commun, tu sais, les volets culturels ont commencé à élargir, puis les volets culturels, mettons, Radcan étaient beaucoup moins pointus de leur côté pour commencer à venir piger dans nos tales un peu, puis les autres chaînes aussi, ça fait que c'est un peu différent. Je pense pas que Flash a bouleversé beaucoup, mais à un moment donné, tu commençais à pouvoir retirer une certaine satisfaction en écoutant Flash et non plus uniquement Musique Plus pour t'informer. Fait qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés et Musique Plus s'est ajusté par rapport à ça en disant, ben vous venez jouer dans nos tales, on va aller jouer dans vos tales, mais on n'était pas équipés. Puis vous deux, vous faisiez quelque chose aussi qui était peut-être différent parce que tu me parles de diversifier le contenu puis d'aller jouer dans les plates-bandes des autres. Puis il y a eu des affaires à Musique Plus, là. Tu sais, il y a Valérie Roberts qui dit je faisais mon animation en faisant du trapèze, puis Babu qui descendait les pistes de ski en sofa, puis ça. Pour moi, vous étiez des journalistes. Est-ce que vous sentiez à l'intérieur de la boîte qu'il y avait à un moment donné une différence entre des gens qui étaient peut-être plus des guignols ou qui faisaient plus des niaiseries, puis vous qui étiez plus sérieux? Alors, il y a toujours eu ça. Ouais. Il y a toujours eu ça, c'est-à-dire que nous, on était dans l'équipe de fax. Ouais. Donc, on couvrait la culture. Puis à l'époque, moi, quand j'ai été engagée, en 92, je couvrais les arts visuels, le théâtre, la danse, le cinéma, la musique. Plus. Oui, pour l'émission culturelle. Mais en parallèle, en ondes, tu avais un Denis Talbot qui délirait, qui déconnait, puis qui faisait les aventures du grand Talbot. Oui. Donc, lui n'était pas tenu d'avoir du contenu aussi précis et sérieux. Mike, en charge des nouvelles, n'avait pas le choix d'être hyper rigoureux. Ouais. Ça n'empêchait pas d'être rigolo, mais on s'attend à ce que ce qu'il dit, c'est crédible et fouillé et sérieux. Mais comment ça se vivait à l'interne? Il y avait on était tous des amis. Je pense qu'il n'y avait pas de... honnêtement, il n'y avait pas de différence. Possiblement que tu vas recevoir Babu dans cette série-là, puis il va te le dire. Il était ami avec moi, il était ami avec Talbot, il était ami avec un autre. C'est comme ça. C'est sûr que en ondes, on avait chacun notre mandat, mais en dehors des ondes, il n'y avait pas de... on était tous des amis, puis on allait tous en avant au Turf, au restaurant, puis on allait tous dîner ensemble. Le Turf, ça, c'était le restaurant en face de Musique Plus. Puis le courtier à côté. Le courtier. L'équipe technique allait souvent au courtier le vendredi soir après, avant Bouge de là ou avant les émissions de soirée en direct. Et puis, nous autres, on restait de l'autre bord à travailler, à préparer nos émissions. Puis après ça, tout le monde se retrouvait soit au courtier ou au Nix, juste à côté. Il y a un aspect bien important, c'est le signe des temps. Alors, le fait que moi, j'ai commencé à animer à Musique Plus avant Internet.
Ça, c'est... Et c'est incroyable quand tu y penses parce qu'il y avait des dossiers, des filières, puis là, on ouvrait ça, puis là, OK, faut que je parle des... parce que j'étais VJ aussi, donc j'étais journaliste à l'émission Fax, mais je présentais des clips Il y avait des aussi. blocs de VJ. Ouais. Puis là, bon, j'ai un clip des Red Hot Chili Peppers à présenter. Là, j'allais dans la filière, puis là, je prenais le dossier Red Hot Chili Peppers. Là, oh mon Dieu, il y a un article de journal de la Gazette, puis je m'en suis servi 10 fois déjà. Et on peut pas s'imaginer ce que ça devait être. Non, je te sérieusement. jure. Puis là, t'appelais le gars de la maison de disques locale à Montréal. Ouais. Puis là, hey, qu'est-ce qui se passe avec les Red Hot Chili Peppers? Puis le gars, il disait, ben, je sais Rien. pas, j'en sais pas plus que toi, tu sais. Ou on recevait une bio de l'album, tu sais, un petit résumé de ce que l'album représente. Mais quand ça fait 15 fois que tu présentes le clip des Red Hot Chili Peppers, tu sais plus quoi dire. Et là, à l'arrivée d'Internet, ça a tout changé, mais du jour au lendemain, en 94, 95, ça a été la nuit et le jour parce que là, si j'avais un clip à présenter de Green Day, ben, je pouvais savoir que la veille, ils étaient en spectacle à Tokyo, qu'ils ont tourné un vidéoclip qui va être le prochain extrait de l'album et que ça a été fait par tel réalisateur et que le chanteur va être papa. Mais ça rendait ta job beaucoup plus facile. Mon Dieu, oui, j'avais plein de choses à dire. Fait que si j'avais 1 minute à faire sur Green Day, c'était facile. Mais ça rendait ta job plus facile, mais en même temps, c'est des informations auxquelles tout le monde avait accès. Vous étiez plus les privilégiés. Il fallait trouver la façon de présenter la nouvelle, mais différente de ce qui circulait. Tu sais, comme moi, j'ai toujours eu comme principe de lire les journaux locaux pour savoir de quoi j'allais pas parler dans mes émissions. Wow! Parce que tout le monde avait lu ça. Tout le monde avait lu. Fait que je me disais, c'est un de mes anciens boss à la radio qui m'avait dit, tu sais, si toi, tu connais la musique, OK? S'il arrive quelque chose avec Eric Clapton, en exemple, bon ben, tu sais, oui, tu peux dire qu'aujourd'hui, on parle d'Eric Clapton parce qu'il a fait telle affaire ou telle déclaration, mais tu as un bagage musical pour parler de lui puis d'aller plus loin. Fait que moi, j'avais déjà ce réflexe-là, mais je pense qu'on l'a tout développé aussi comme ça, parce qu'on avait tout le temps quand même, on voyait le vidéo, on voyait, tu sais, on observait le vidéo, puis on pouvait en parler un peu, puis après ça, on apprenait que, je sais pas, tel acteur avait joué dans un nouveau film, puis là, tu l'avais vu dans le vidéoclip avant, puis tout ça, tu sais, tu pouvais un peu... On a appris beaucoup à tricoter comme ça, parce qu'il faut pas oublier quelque chose. Tu sais, c'est un peu comme au niveau c'est un peu au niveau comme le monde juridique. Okay. Une loi ou un règlement, tu peux le lire. Oui, mais tu penses que tu le comprends, mais tu le comprends pas. Tu sais, ça fait que c'est la même chose. Les gens peuvent voir une nouvelle en disant « Justin Bieber est malade. » OK, Justin Bieber est malade. C'est bon. Mais comme moi, mon premier réflexe, ça va être d'aller voir les autres artistes qui ont été comme Bieber au fil des ans, jeunes, qui ont commencé jeunes, ils ont pas été encadrés, ils ont dérapé. Tu remets en contexte. C'est ça, exactement. Mais pour le 3/4 du monde, ils vont lire. Puis c'est comme moi quand je lis une nouvelle de sport, mettons. Mais il y avait aussi que si tu n'avais pas Internet, si ton premier réflexe, c'est pas d'aller googler... Mais je vais vous faire une confidence. Je vais vous faire une bonne confidence parce que moi, j'ai toujours été un peu techno, puis j'ai toujours observé des choses, puis j'ai toujours pas eu peur d'avoir investi dans la technologie. Okay. Et la clé du succès aussi pour toutes mes nouvelles, c'était le Daily Insider puis tout. Mais dans ma cour, j'avais la gigantesque antenne parabolique qui me permettait d'écouter MTV. Tu regardais Et MTV. là, j'enregistrais les bulletins de nouvelles de MTV. Wow. Puis là, je regardais, ou même des fois, MTV, une semaine avant, recevait les vidéoclips. Fait que je le voyais. Fait que quand il arrivait en ondes, je pouvais en parler. Fait que ça me permettait beaucoup. Tu sais, puis tu sais, le gars qui était aux nouvelles là-bas, c'était Kurt Loder, qui était à Rolling Stone Magazine avant. Il était super bon. Tu sais, puis t'avais tous les VJ, puis là, ils passaient tout en entrevue. Fait que là, tu sais, souvent, on a tout le réflexe de lire. Mais quand il y a une entrevue qui est donnée par un artiste, là, tu sais, les meilleures façons de préparer nos entrevues, c'est de regarder les entrevues des autres. Ça, c'est vrai. C'est ça. C'est pas tout le monde qui fait ça. Tu regardes les autres, tu fais comme, OK, quand elle a parlé de ça, Elle il a aurait eu réagi le de goût, même. oui, c'est d'aller ça. plus loin, Ouais, t'as pas posé. c'est ça, Oui, exactement. Fait que c'est un peu ça. Mais moi, MTV, ça m'a aidé beaucoup comme ça. Puis c'est un peu comme ça que les Spice Girls que j'ai bousillé le plan de marketing des Spice Girls pour l'Amérique du Nord. Là. Ça, c'est drôle, comme ça se peut pas. Comment Mike Gauthier a influencé Ma la grosse trajectoire? antenne parabolique parce La grosse antenne oui, c'est ça, mais c'est niaiseux. Mais vous l'expliquez, vous allez faire OK, je comprends. MTV dans ce temps-là avait une chaîne qui s'appelait MTV2 qui diffusait juste des vidéoclips. OK. Et qu'est-ce qui passe pas? Wannabe des Spice Girls. Oh, mon Dieu. Fait que là, tu vois ça pour la première Oui, là, je fois, fais comme OK, je viens de comprendre le phénomène.
arrive à Énergie, CKMF dans le temps. Je vais voir le directeur musical qui était mon bon ami, puis je fais comme, André, check ça. C'est malade. Il fait comme, on met ça en ondes. Hey, ça l'a explosé. Des frissons, Mais attends, puis là, notre chum, Pascal Brunet, il m'appelle, il fait comme... C'est qui Pascal Brunet? C'était le représentant de la maison de disques des Spice Girls. Okay. Mais parce que le plan était... Ça se passe au mois de juillet. Et le plan est que l'album va paraître en février de l'année suivante. Non, et donc, un premier extrait peut-être en septembre c'est ça. ou Et là, en octobre. on bousille le plan de marketing. Et là, ils précipitent l'apparition des chansons des Spice Girls. Ils les amènent plus vite à Montréal à cause de ça. Aux États-Unis, ils font comme nous autres, c'est bien de valeur. C'est février. Mais puis dans ce temps-là, la maison de disques, EMI, avait pas beaucoup de succès. Avait pas des gros succès. Okay. Et là, il y avait une machine dans les mains. Fait que là, le grand boss canadien, il a appelé... Puis il a fait en Angleterre, il a dit, nous autres, on sort ça plus vite que prévu. C'est incroyable comment c'est des... Fait que là, il y a un gros buzz, puis ça a été ça. Puis c'est comme ça que la fameuse antenne m'a permis d'être souvent à l'avance. Mais tu sais, j'avais quand même une compréhension, mais c'est mon secret, mais fallait quand même que je prenne le temps d'y regarder. Bienvenue à Survivor Québec! Les joueurs devront s'éliminer jusqu'à la finale avec le grand prix de 100 000 $. Survivor Québec, lundi au jeudi, 19h et dimanche, 20h, sur Nouveau. Une présentation de Bell et Desjardins Assurance. Mais tu vois, ce qui est intéressant aussi, c'est à l'époque, il y avait des marchés différents, géographiquement. Donc, les parutions d'albums, parfois, ça pouvait être au printemps en Europe et à l'automne aux États-Unis ou en Amérique du Nord. Tu pourrais plus avoir ça aujourd'hui, ça se pourrait. Aujourd'hui, tout sort en même temps, partout. Les films, les chansons, les albums, tout ça. Alors, ce qui était fascinant, c'est que Claude Rajotte, lui faisait le tour des disquaires indépendants et il se commandait des disques de... suédois, islandais. Ouais. Oui, mais il se commandait des choses qu'il savait qu'il allait aimer parce qu'il lisait des magazines européens et il se commandait des albums, des choses. Et là, quand sa boîte arrivait, quand sa boîte de disques arrivait, là, moi, je m'en allais tout de suite voir. Là, il ouvrait sa boîte. Là, c'est tous des disques que nous, on n'avait pas ici. C'est tous des albums qui n'étaient pas sortis en Amérique du Nord. Et qui serait peut-être pas sorti parce que c'était trop niché ou je sais pas quoi. Puis là, lui, il avait des trésors. Et des fois, justement, il pouvait avoir un Portishead là-dedans, une Björk. Il pouvait avoir des albums qui, éventuellement, sont devenus énormes. Ça me fait... Je t'écoute, puis, tu sais, j'étais jeune à l'époque dont tu parles, mais on dirait que je vis de la nostalgie pour une époque où il y avait, en quelque part, sur la planète, du monde qui travaillait dans un bureau, qui recevait une boîte de disques, qui l'ouvrait avec excitation, des disques qui n'existaient pas. Aujourd'hui, ça se pourrait plus. C'est un monde révolu, tu sais. À l'époque, c'était simple. On faisait le menu du restaurant, puis on disait, voici ce que vous allez manger. Aujourd'hui, on fait notre propre menu, puis on mange ce qu'on veut faire, ce qu'on veut manger. Fait que c'est aussi simple que ça d'expliquer la différence, parce que nous, dans le temps, là, tu sais, les vidéos censurées de Madonna, là, on les voyait, nous autres. Mais tout le monde voulait les voir, mais on ne pouvait pas le diffuser. Parce que c'était sur une... À cette heure, c'est là, c'est commun, tout le monde les met, puis ça finit là. C'est ça la différence. Où, avant ça, on était comme les fournisseurs de nouvelles, fournisseurs de tendances, développaient des tendances, alors qu'aujourd'hui, tu sais, tu fais ta propre tendance, puis ça finit là. Puis on était presque les seuls à avoir des vidéoclips. Et même si quelqu'un était entré à Musique Plus et avait volé la cassette du vidéoclip de Britney Spears, il n'aurait pas pu la jouer à la maison. C'était format Betacam. Alors que maintenant, avec YouTube, et ça depuis 2008... tu sais, on avait dit Video Kill the Radio Star, mais on peut dire YouTube Kill the Music Video Station. Parce que depuis 2008, tu pèses sur Play puis tu vois n'importe quel clip. Au moment où tu veux. Au moment où tu veux. Tu parles des Spice Girls qui ont eu une carrière prématurée, peut-être, à cause de toi, à cause de grâce à toi. À cause de Musique Plus, grâce à toi. Est-ce que parmi les VJ, il y avait une forme d'encouragement collectif, genre « Let's go, Mike, t'as découvert ça ». Tout le temps. Il n'y avait pas de compétition. Non, Rajotte, des fois, il venait me voir, puis il y avait des bands, tu sais, il disait, dans ses albums qu'il recevait ou dans ses disques qu'il écoutait, il me disait, regarde, moi, je toucherai pas à ça, mais je sais que toi, tu vas être bon pour dire... Parce que Claude avait quand même l'oreille. Tu sais, Claude n'écoutait pas juste des affaires obscures et de côté comme personne marginale.
Claude il arrivait puis il disait, regarde, moi, Mike, je parlerai pas de ça, mais je pense que ça va être intéressant pour le public en général. Comme de fait, tu sais, il me le donnait, puis on échangeait comme ça. Moi, j'arrivais, je disais, Claude, j'ai vu telle affaire sur MTV, ta tête, il disait, ah, là, ça l'intéressait. On échangeait tout. Tu sais, on s'échangeait toutes des affaires. J'allais voir Geneviève, je disais, t'as rencontré un tel, il y a pas longtemps, là, j'ai une nouvelle aujourd'hui là-dessus, tu sais, puis là, c'était de même, tu sais, on s'encourageait, puis on trouvait ça le fun aussi d'avoir des... Quand on ressentait qu'on était en avant du troupeau, du peloton, là, on était contents, toute la gang. Là. Toute la gang. Toute la gang, on était contents. T'as un visage de petite fille quand Mike dit ça. C'est comme si tes yeux s'illuminent. Parce que ça me faisait penser au fait que c'est vrai que en parallèle à être VJ puis à être reporter pour l'émission culturelle, j'animais Solid Rock. Oui. Fait que je descendais au sous-sol de Musique Plus, je mettais ma veste de cuir. Puis là, je présentais des clips de Slayer, Sepultura, Anthrax, Carcass, Oblivion. C'était-tu ton genre intrinsèquement? Je suis une fille de Québec. Voilà. Fait que si tu viens de Québec, t'es métal. T'as pas le choix. Ben oui. Fait que moi, quand j'étais à Québec, tu sais, 12 ans, 13 ans, 14 ans, j'écoutais Ozzy, Black Sabbath, Maiden, Judas Priest, tout ça. Wow. Donc oui, c'était naturel, mais en même temps, c'est sûr que j'avais l'air toute douce, puis tu sais, je présentais des vidéoclips assez intenses, mais ça marchait bien pour les entrevues parce que les gars étaient gentils avec moi, tu sais, parce que des fois, ils peuvent être baveux avec les journalistes, mais là, c'est comme, OK, elle a fait ses devoirs, puis elle a l'air gentille, on va en prendre soin, là, tu sais. Mais ça pouvait arriver que Mike ou Claude, justement, me disaient, « Hey, pour ton show de métal, là, j'ai telle nouvelle. » Tu sais, Mike, il pouvait dire, « Hey, j'ai vu ça passer par rapport à Metallica, ça pourrait t'intéresser. » Claude, la même chose. Et aussi, ce qui est drôle, c'est que, tu sais, quand je faisais Solid Rock, je choisissais les clips moi-même et je recevais du courrier, des demandes spéciales. Et cette gang-là, des fans de Solid Rock, c'était jamais assez élevé. C'était jamais assez élevé. Fallait que ça saigne, tu sais. Fallait que ça soit, là, hyper dangereux, hyper élevé, intense. Fait que là, qu'est-ce que tu faisais? Ben c'est parce que, tu sais, des fois, c'est sûr que je mettais Metallica parce que Metallica était hyper populaire dans les années 90. Mais pour les métalleux, Metallica était passé de l'autre côté. C'était rendu hyper commercial. C'était rendu que, tu sais, Nothing Else Matters, ça jouait au poste de radio à ma mère. C'est ça. T'sais. Fait que là, c'était pas assez méchant. Oh my God. Fallait mettre des trucs de plus en plus... mais c'est drôle parce que t'as connu cette époque-là, mais t'étais là aussi quand il y a eu la folie des Backstreet Boys. Oui. Les deux, vous avez assisté à ça. Moi, j'ai assisté à l'accident de AJ quand le camion il a passé sur le pied parce que c'était tellement intense au niveau de la sécurité. Tu sais, moi, je suis pas grand et gros, mais je mesure 5 pieds 10, puis tu sais, je suis pas petit non plus. J'étais capable de déplacer. Puis en plus, c'était des jeunes filles, tu sais, tu parles fort, puis ils partent. Mais là, c'était tellement l'hystérie qu'à un moment donné, la sécurité sont venus nous voir, puis on dit, on était à 3-4 gars, ils ont dit, pouvez-vous au moins venir faire la ligne le temps qu'on les embarque dans le camion? Puis là, ils ont embarqué, il y en a, il était 5 dans ce temps-là, il y en a 4 qui ont embarqué, AJ était le dernier, mais il n'y avait plus de place en arrière. Il est venu pour embarquer en avant. Mais là, le gars, il est parti. Le conducteur, le chauffeur est parti, puis bang, sur le pied. Mais là, après ça, je ris, là, mais c'était pas drôle. Mais après ça, tu vois partout les accidents. Tu vois partout, là, dans toutes les pas les chaînes d'information, parce qu'ils n'avaient pas tant que ça dans le temps. Mais tu vois, les fils de presse, tout ça, là, tu vois tout ça, qu'il y a eu un accident avec AJ à Montréal, que la tournée est arrêtée à cause de ça. Puis je fais comme, ben, c'est là. C'est moi qui arrivé devant ma face. Il s'est fait rouler sur le pied direct là. Est-ce que vous y croyez quand vous les avez vus arriver, les Backstreet Boys? Ben, pour être très, très honnête avec toi, j'ai toujours été plus rocker. Mais oui. Bien que je sois folle de Madonna. Mais moi, les Backstreet Boys, pour moi, ça suscitait de l'indifférence. Oui. Mais tu très honnêtement. Moi, non, mais c'est pas que j'y croyais pas, c'était de l'indifférence. Puis moi, j'avais connu les New Kids on the Block. Pour moi, c'était comme les New Kids on the Block 2. Ben, c'est ça. Puis moi, tu vois, vu que j'arrivais de la radio, tu sais, à la radio pop, là, t'en joues des tunes que t'aimes pas. Fait que t'as le privilège de baisser le son pendant que ça joue, mais sauf que ça amène du monde dans ta radio. Les Backstreet Boys, pour moi, ça a été la même affaire. C'était un bruit ambiant et qui me dérangeait pas. C'était comme, ça pogne, on va y nourrir. On va y nourrir. Mais t'avais quand même fait des déclarations qui t'avaient mis dans le trou. Qu'est-ce que t'as dit? Ben, j'avais tout simplement dit que les Backstreet Boys et les Spice Girls, il y en aurait plus d'ici 5 ans.
Puis il m'avait repris dans le magazine 16 jours, Mais je pense. t'avais Puis là, raison. ben oui, c'était pas méchant. Mais les Backstreet Boys, j'ai passé 3 jours à New York à cause d'eux autres. Puis tu parlais tantôt qu'ils nous reconnaissaient, là. Le flag de Musique Plus, là, cette petite patente-là sur le micro, là. Ouais, le ça, logo, c'était là. magique, là. J'ai vécu quelque chose, là, moi, avec Nikki Sixx à New York. De à un moment Motley donné. Crue. Je m'attendais pas à ça, là. Il lance Bad Out of Hell 3 de Meatloaf. OK. Là, c'est un désastre, c'est mauvais, tout ce que tu veux, mais pour faire la publicité, ils nous envoient à New York à découvrir le lancement. Et là, je fais mon entrevue avec Meatloaf, tout est correct, puis là, je suis assis. Et là, à un moment donné, arrive Desmond Child devant moi. Desmond Child qui a coécrit les tunes de Bon Jovi puis de Ricky Martin. Le gars, il a une plume magique, là, tu sais. Et il me dit, t'es de Montréal? Je viens d'écrire une tune pour Jonas. Patati patata, là, ça part dans la main. Oui, Nikki Sixx passe, puis il voit mon micro, il fait comme, comment ça, tu me parles pas? Je fais comme, ben, c'est parce que ils nous ont dit que tu voulais pas faire d'entrevue. Il fait comme, mais pour vous autres, Musique Plus, je vais en faire une. Il avait reconnu le logo. Non. Oui, parce qu'il Puis disait. Motley Crue était encore actif. Oui, exactement. Ben, Ça, parce qu'il y avait eu des belles expériences. Bryan Adams, là, même affaire. Tu l'as fait parler français. Oui, mais il me connaissait. Il connaissait pas mon nom, mais j'étais the guy from Musique Plus. Quand j'arrivais à quelque part, mettons qu'il y avait un événement ou Junos, il me voyait et disait « You're the guy from Musique Plus ». Puis il me disait tout le temps « Tu m'as fait faire ma première entrevue en français ». Puis il s'en rappelait, mais tu sais, c'est sûr que dans des conditions normales, il m'aurait pas reconnu, tu sais, mais avec le logo, micro de Musique le logo, Plus. là, c'était magique. Ah ouais. Toi, t'es proche d'artistes aussi. Des fois, je regarde là, les noms des artistes que tu as rencontrés. Puis c'est comme plus grand que nature. Puis une affaire qui m'a frappée, c'est des entrevues touchantes que tu as faites. Parce que pour moi, Musique Plus, quand j'étais jeune, c'était party, les angles de caméra, tout croche. Mais il y avait toute une profondeur aussi. Tu l'as vu, entre autres, avec Phil Collins, Geneviève. Ah oui, mon Puis ça Dieu. t'a touché. Ben, il faut se rappeler que dans les années 80, ben, les années 70 aussi, Genesis était un groupe hyper populaire. Dans les années 80, c'est devenu vraiment très, très commercial, avec des gros succès comme Invisible Touch, I Can Dance, tout ça. Et Phil Collins a lancé en parallèle des albums solo qui ont été des hits mondiaux. Fait que superstar Phil Collins. Et par après, ça a été la chute de Genesis et la chute de la carrière solo de Phil Collins. Alors, il avait lancé un album solo qui avait zéro marché là, dans les années 90. Puis là, il en lançait un autre. Puis là, ben, je faisais une entrevue avec lui, puis il avait l'air down. Puis là, il dit... c'est quand même étonnant que tu prennes plaisir à m'écouter parler de moi pendant une demi-heure comme ça. Je dis, ben oui, moi, je trouve ça intéressant. Tu m'intéresses? Et il était comme, bon. Ben, il dit, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne qui s'intéresse à moi. Je dis, mais comment ça? Parce que moi, je suis une immense fan de Genesis. Là. Tu sais, il y a les hardcore fans qui pensent que Genesis, c'était fini après le départ de Gabriel. Mais moi, mon album préféré de Genesis, c'est A Trick of the Tail, 76. Premier album avec Phil Collins à la voix. Tu sais, pour moi, c'est un trésor, cet album-là. J'adore Phil Collins. J'ai adoré sa carrière solo aussi. Et donc, je dis, mais non, mais moi, j'adore t'entendre parler. Mais il dit, j'ai l'impression que les gens s'intéressent plus à moi. J'ai l'impression que les gens s'intéressent plus à ma carrière. Je suis pas dans les palmarès. Je suis pas nulle part dans les ventes. Je reçois plus de prix. I don't know. C'est like, people Puis toi, are not tu lui donnais la parole, en fait. Oh mon Dieu, mais ça... Et là, ça a été très important. Cette entrevue-là est extrêmement importante parce que je le savais déjà, mais ça a confirmé que, dans le fond, ce que chaque artiste a besoin et ce que chaque être humain a besoin, c'est de la reconnaissance. C'est de se faire dire, ce que tu fais, c'est bon. Ce que tu fais, ça a de la valeur. Puis, il y a plusieurs cyniques qui pourraient dire, ouais, mais Phil Collins, franchement, il y a des palais, des grandes maisons partout dans le monde. C'est un des hommes les plus riches d'Angleterre. De quoi il peut bien se plaindre? Mais rendu là, c'est pas une question d'argent. C'est une question d'être fier, d'accomplissement et d'encore rejoindre ton public. Et ces gars-là, ils se croisent, hein? Tu sais, les Mick Jagger de ce monde, les Bowie, les Rod Stewart, les Phil Collins, puis ils sont fiers de dire, ah ben oui, ben écoute, moi, mon album est numéro 1, ou ben j'ai une tournée sold out aux États-Unis. Mais quand ça marche plus, là, c'est comme si ils sentent qu'ils sont plus admirés, ils sont plus valorisés, puis ça leur fait C'est parce qu'ils tombent de haut. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, ils se retrouvent seuls, puis là, il s'agit qu'ils sortent dans la rue, puis que personne ne le reconnaît. Puis là, ça l'affecte. Bon, ben, il reste plus rien qu'à attendre maintenant.
On commence en avril, hein? Je viens vers toi, dès le 11 avril, sur Nouveau. Présenté par Most. Moi, je l'ai fait fâcher, Phil Collins. Ah ouais? Comment ouais, ça? Ben, c'était drôle. Mais j'ai pas fait fâcher. J'ai pas dit quelque chose de méchant, mais il était fâché parce qu'il était venu faire de la promo pour un de ses albums, une double compilation. Puis là, ça faisait longtemps qu'il vivait en Suisse, puis il parlait en français, tout ça. Puis là, je l'avais... Moi, j'ai coaxé tout le temps. Quand je savais qu'il parlait en français, je les gossais. Puis il me disait, je t'ai vu. J'ai dit, pourquoi à Paris, où tu parles en français, puis ici, tu parlerais pas en français? C'est bon. Il avait dit, OK. Mais là, à un moment donné, on fait l'entrevue en français. Puis dans ce temps-là, il venait de lancer pour les 20 ans, c'était en 2005, il venait de lancer pour les 20 ans du Live Aid, le DVD. Ah. Mais Jimmy Page n'avait pas voulu que Led Zeppelin, la réunion avec Phil Collins, soit sur le DVD parce qu'il avait dit que le batteur était pas bon. Et là, je voyais répéter ça. C'était Phil Collins à la batterie. Oui, c'est ça. Et là, je dis... Et là, c'est drôle. Ben oui. Et là, Phil Collins, je dis... By the way, ils viennent de lancer le Live Aid DVD, mais t'après faux, avec Led Zeppelin n'est pas là parce que... Puis là, je fais pas exprès, mais naïvement, je dis... Même pas. Je fais juste, il dit... Ben, Jimmy Page a dit qu'il n'avait pas accepté que la prestation de Led Zeppelin soit dessus parce que le batteur était pas à la hauteur. Et là, il me regarde et il fait comme... Let me answer this one in English. Il y a trop d'émotions. Et là, il part. Et là, il m'a raconté, j'ai vécu une page d'histoire. Et là, il a pas blasté Jimmy Page, mais il a dit, Monsieur Page est tout le temps en haut de tout. Il n'a jamais besoin de répéter trop. Moi, je disais, pour répéter, on n'a jamais joué ensemble ou à peu près. Pas parce qu'on a joué dans des gros bands, toute la gang. Il était fâché. Mais tu sais, d'une chicane entre Jimmy Page puis Phil Collins, je veux dire, toi, t'es témoin de ça. Ça a comme pas On a vécu des affaires de même. Beaucoup de choses comme ça, privilégiées, d'échanger avec des artistes pour le fun. Là, puis là, à un moment donné, il te parle, puis là, t'es comme... Mais là, il s'en va pas. Oui, ça m'est arrivé souvent, ça. Ça m'est arrivé souvent. Mais ça, oui. Il me parle, puis il s'en va pas, puis il s'intéresse à moi. Ben, on parle de tout et de rien. C'est le plus beau qui peut t'arriver en tant que journaliste. C'est des grands moments de Musique Plus, ça, je te dirais. Moi, j'ai fait une entrevue avec les Rolling Stones. C'était à Toronto. C'est dans des chambres d'hôtel. Fait que dans les chambres d'hôtel, souvent, c'était parce qu'il y avait plusieurs journalistes là, qui les rencontraient à la suite de l'autre, c'est ça. Alors... là, j'entre dans une chambre avec le caméraman et là, c'est l'entrevue avec Keith Richards. Puis là, il est tout croche, il a des breloques dans les cheveux. Là, il tripe sur mes cheveux bleus. Puis il s'est bleus. Oui! Puis là, il s'effoire sur le divan. Tu sais, la chemise sortie, la bottine par-dessus le dossier du divan. C'est tout croche, puis il parle, mais il marmonne, puis il rit, puis je comprends rien. Là, je suis comme, qu'est-ce qu'il dit? Mais là, j'ai la bonne chance, le gars qui va faire les sous-titres après. Là. Mais hyper sympathique, tu sais, avec son verre de vodka canneberge, puis il est bien de bonne humeur. Après ça, je m'en vais dans l'autre chambre où est-ce qu'on fait l'entrevue avec Mick Jagger. Et là, tellement sage et propre. Là, il s'assoit droit sur la chaise, il tire sur ses pantalons, il place sa chemise, il remonte ses chaussettes, puis là, il se place les deux mains sur les genoux, puis là, il dit « Je suis prêt. » Mais voyons. Il dit « Je suis prêt. » Je dis « Ah, vous parlez français? Voulez-vous faire l'entrevue en français? » Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Britanniques qui parlent français, mais bon, à quel point ils sont à l'aise de le faire au complet? Il dit « Oui, bien sûr. » Et là, j'étais complètement charmée parce que là, c'était pour un album live, alors qui s'appelait No Security. Là, je dis, bon, alors, dans toutes les tournées que vous avez faites, pourquoi avez-vous eu envie cette fois-ci de lancer un album enregistré devant public? Ah, c'est parce que c'était une tournée extraordinaire et il y avait une petite scène avec un segment acoustique et j'ai vraiment trouvé que l'ambiance était fantastique, c'était formidable. Là, je wow! Alors, toute l'entrevue d'une demi-heure en français avec Mick Jagger, et il était tellement sage. Je me dis, ça clashait, les deux. Oui, puis... Et ce qui est très drôle, et ça m'est arrivé à quelques reprises d'être témoin de ça, c'est que Mick Jagger, il se réchauffe avant un show. Et une fois, j'étais dans les coulisses d'un spectacle où il y avait plusieurs artistes. Puis là, un grand rideau noir était fermé. Puis là, les gars de sécurité disent, on peut pas passer, Mick Jagger, il se réchauffe. Et là, il y avait Me Physical d'Olivia Newton-John dans un petit ghetto blaster. Et là, t'entendais juste...
faisait ses il courait dans le corridor. Tu sais, comme s'il faisait de la danse aérobique, là, puis là, il courait, il se réchauffait, puis tout. Mais on dirait que ça me fait voir Mick Jagger complètement différemment sous un nouveau jour. Les plus grands, c'est tout le temps les plus gentils. Ouais. C'est tout le temps les plus faciles. Moi, je vais toujours me rappeler quand il y a eu Love des Beatles à Las Vegas avec le Cirque du Soleil, on était là, puis on se fait avertir, puis ils nous disent Paul McCartney est en train de divorcer avec Heather Mills. Puis là, il était à bout, les médias étaient après lui. Fait que là, les filles du cirque nous disent il va passer, il est tout le temps poli, vous allez voir, et puis il va arrêter, vous allez pouvoir faire vos films, n'importe quoi, puis il va continuer, il vous parlera pas. Et là, McCartney arrête. Là, je fais juste crier Mr. McCartney, we're from Montreal. Là, il s'en vient. Là, je fais comme... C'était de voir arriver le paquet de micros devant moi après, là, tu sais. C'était tellement drôle, mais très gentil. Puis Ringo Starr, qui, lui, passe puis il nous dit « Let me see it first. Je vais revenir ici, après, je vais vous en parler. » Ben, il est là. Il est revenu. On est là, il revient, puis il me regarde, fait comme, je te l'avais dit que je reviendrais. Hey, on a vécu des belles choses comme ça à Musique Plus. C'est ça qui a été le fun. On pourrait t'en raconter, là. Mais tellement. On était le fun à voir à la TV, mais ce qu'on vivait de l'autre bord, là, c'était aussi le fun. Et moi, ce que je retiens quand je vous entends parler comme ça, puis vous parler de ces grandes vedettes-là avec tellement d'affection. Ah oui. Est-ce que il fallait être fan pour être un bon journaliste culturel à Musique Plus? C'est une bonne question, ça. Est-ce qu'il fallait être fan pour être une bonne journaliste culturelle? En fait, idéalement, tu le montres pas. Ouais. Parce que ces gens-là se font vénérer à journée longue. Ouais. Tu veux pas avoir l'air d'une groupie ou d'une fan exaltée. Puis c'est hyper important d'avoir fait ses devoirs, donc d'être hyper préparé. Ouais. Donc, moi, la première chose qui m'importait, c'était est-ce que mes questions sont bonnes? Est-ce que j'ai bien écouté l'album, lu toutes les paroles, tout préparé mon entrevue? Mais c'est sûr que des fois, tu arrives devant une idole, puis ton cœur, il bat tellement fort, tu dis, va l'entendre, là, mon cœur bat tellement fort, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Mais quand j'ai fait David Bowie à Musique Plus, il était tellement gentil, là, tu sais. J'ai vu des extraits, puis... Mais il était tellement gentil, puis il fallait que je traduise en direct, ça ajoute un stress aussi. Oui. Puis il m'intimidait beaucoup, puis ça a toujours été une idole pour moi. C'est quelqu'un que je trouvais extrêmement brillant, talentueux, charmant. Fait qu'il fallait envie, visiblement de te parler cette journée-là. Ben, il a été très gentil. Puis très à cette époque-là, David Bowie vendait très peu d'albums. Il avait fait 2 soirs au Metropolis, puis il jouait quelques succès, mais sinon, il se concentrait sur ses albums solo qui n'étaient pas connus, qui décollaient pas, honnêtement. Alors, il est venu de façon très généreuse parler à Musique Plus pendant 40 minutes. Tu me parles de David Bowie. Il faut que je te demande si c'est vrai la légende dont tout le monde parle, qui dit que s'il y a une douche dans la loge de Musique Plus, c'est à cause de David Bowie qui voulait se laver. Je suis sûre que Mike, il sait la vérité de ça. Oui, c'est ça, hein? C'était à cause de David Bowie. Je pense que... Il y avait pas de... On avait des autres, les loges, là. Tu sais, à Musique Plus, on était un peu à la va comme je te pousse. Fait que quand ils ont fait la loge, eux autres, ils se sont dit, tout le monde va aller à la salle de bain, à la même salle de bain commune qui était à 2 pas de la loge. Mais là, à un moment donné, quand on a commencé à recevoir des vedettes internationales, là, c'était comme wow, là, tu sais. Fait que là, ils ont fait construire une salle de bain, tout simplement dans la loge. Pour David Bowie. C'est pour David Bowie, mais pour les autres aussi après. Mais possiblement qu'il y a quelqu'un, quelque part de la maison de disques, qui est venu et qui a fait non, David Bowie n'ira pas à la salle de bain avec tout le monde qui est là. Et probablement que le gars de la maison de disques ou son manager a dit mais là, est-ce qu'il y a une douche? Parce que là, lui, il n'a pas le temps de retourner à l'hôtel. Alors, il faudrait qu'il puisse prendre une douche sur place. Oui, aussi, parce qu'il répétait dans l'après-midi. Il répétait, puis des fois, il n'était pas habillé pareil. Il fallait qu'il se coiffe, puis il voulait prendre une douche. C'est pas ça que c'est la toilette David Bowie qu'on avait dans la loge. C'est malade. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer mes idoles d'adolescence. Puis pas nécessairement les plus connus. Oui, Madonna, qui est mon idole depuis l'âge de 15 ans. Mais, tu sais, des Tears for Fears, Simple Minds, Duran Duran, Peter Murphy, qui était le chanteur de Bauhaus. J'en revenais pas. Quand on m'a passé en audition à Musique Plus, ils m'ont demandé qui est-ce que tu rêves d'interviewer. J'ai dit Peter Murphy. J'adorerais. Puis tu l'as fait. Ben, 1 mois plus tard, je pense. Puis là, je commençais. Puis là, j'étais très intimidée parce que Peter Murphy, c'est un gothique, sombre, très alternatif, tout ça. Puis je l'ai toujours aimé depuis mon adolescence.
Puis là, il était au Spectrum. Oh, tu dois avoir peur. J'avais un peu peur, mais là, je me suis dit, OK, je le connais dans ma tête depuis toujours. Je le sais quoi lui demander, puis je connais son œuvre. Je connais son œuvre en solo. Je connais son œuvre avec Bauhaus. Ouais. Je vais être correct. Puis ça a super bien été. Ça s'est super bien passé. Mes questions étaient vraiment claires, précises. Puis à un moment donné, je dis, tu sais, je monte sa pochette de son album, puis je dis, "You look like you've been punched in the face." Puis là, il part à rire. Puis là, ça a comme allégé l'atmosphère. Puis j'ai dit, tu sais, on t'imagine quasiment comme un vampire qui sort juste la nuit, puis tout. Il dit, "Ah, mon Dieu," il dit, "moi, je suis à la maison, là, assis à terre avec mes enfants, puis je joue au Lego, puis, tu sais." Fait qu'ils ont des images, parfois, qui ont rien à voir avec leur quotidien. Mais c'est drôle parce que vous ressemblez beaucoup dans ma tête comme animateur, comme VJ, comme journaliste. Mais il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui vous différencie. Peut-être je me trompe, mais tu sais, Mike, t'as toujours dit ton opinion. Ouais. Si un artiste international sortait un album, je t'ai entendu dire que c'était pas bon quand c'était le cas. Ouais. Geneviève, t'aimais pas faire des critiques. Je suis trop fine. Non, mais en fait, et particulièrement avec des artistes locaux. Ouais. Parce que je sais à quel point. C'est tough, hein? Il faut se rappeler que Musique Plus était très important à l'époque, là. Je sais à quel point ça aurait fait de la peine et que ça aurait pu avoir un impact même. Et je me dis, ben, pourquoi? C'est pas nécessaire. Je peux parler de façon objective du projet, de l'album. Sans dire j'aime pas ça, j'haïs ça. C'est pas nécessaire. Moi, avec le temps, j'ai développé le réflexe. Quand vous allez m'entendre dire ça me rejoint pas, c'est parce que ça veut dire que je n'apprécie pas, mais qui suis-je pour juger que le public aimera pas ça? C'est vrai. BTS, c'est un bel exemple. BTS, c'était à coups de millions, puis de milliards, puis ils battent des records, puis tout ce que tu veux, mais quand ils ont sorti leur tune Dynamite, j'ai fait « Wow, c'est intéressant! Mais là, c'était plus eux autres, c'était rendu des réalisateurs américains, ils étaient rendus... Tu sais, c'est ça, mais il faut le dire quand même, parce que pas avec la même force que Claude pouvait avoir. Parce que Claude, c'est un baromètre. Les gens l'écoutaient et disaient « Il aime pas ça, je vais aimer ça. Il aime ça, je vais pas aimer ça. » Ça finissait là. Puis... Claude, c'était ça. C'était noir ou blanc, c'était ça. Puis il y avait pas sa marque de commerce. Ouais, c'est ça. Puis il faisait drôle à la fin. C'était drôle. C'est Destroy, là. Mais tu sais, une fois, comme il détestait Mariah Carey, puis à un moment donné, il dit... Elle a l'air d'un cheval. Je pense qu'elle court la fin de semaine à Blue Bonnet. Tu sais, des affaires de même. Ça peut aller très loin. La meilleure que Raja a sortie, je pense, là. C'est, à un moment donné, on avait joué une toune de Notre-Dame de Paris. Puis la toune était écrite par Richard Cochiante, qui est pas très grand. Et il avait dit, Richard Cochiante, celui dont les cheveux sentent des pieds tellement il est pas grand. Oh my God! Ah non, mais Claude était cinglant, mais drôle. Et il y en avait rien à cirer, Claude. Claude n'avait pas peur de personne. Puis il disait vraiment ce qu'il voulait. Mais quelle gentillesse! Ah, mon Dieu! Il est doux comme un agneau, dans le fond, mais il avait pas peur de dire ce qu'il voulait. Puis lui, son travail, c'était de critiquer la musique, analyser la musique et donner son opinion. Il devait rien à personne. Puis on l'admire pour ça, on l'admirait pour ça. Oui, tout le monde admire sa liberté de penser. l'aimait tout parce qu'il disait, il dit tout haut ce que tout le monde, ce qu'on pense tout bas. Moi, il est revenu à Musique Plus quand j'étais là, puis j'ai eu peur de lui au début parce que je me disais, si je fais quelque chose de pas correct, si je parle en nom de quelque chose puis que j'ai pas toutes les infos, lui le sait, lui va le détecter puis lui va me le ramener d'en face, tu sais. Puis il a été toujours très chic avec les petits jeunes dont moi qui arrivaient, tu sais. 4 couples amoureux doivent prouver que leur relation est la plus solide en 4 jours seulement. Qui s'aime le plus d'après toi? Nous. Un test d'ADN viendra également dévoiler leur compatibilité et peut-être brouiller les cartes. Combien tu m'aimes? Lundi au jeudi, 19h30 sur Nouveau. Musique Plus a eu des impacts, c'est clair, dans votre vie. Aujourd'hui, au jour le jour, là, mettons, Mike, là, qu'est-ce que Musique Plus t'a légué, avec lequel, une chose avec laquelle tu vis encore au quotidien? De travailler avec des conditions, tu sais, après avoir fait Woodstock 94 puis Woodstock 99, Woodstock 94, là, vous comptez quelque chose de magique qui est arrivé samedi, 5h30, on reçoit un appel par Pierre Marchand qui dit « Je viens de dealer quelque chose avec TVA, tu vas ouvrir le bulletin à 18h. » Mais là, nous autres, on n'avait pas de camion satellite directement. On partageait avec Much Music. En tout cas, on réussit à se placer, ils mettent dans le monde. On a un ticket de micro-ondes interne qui nous permet d'être sur le site, puis d'aller à la régie, puis là, de passer. Et là,
j'étais avec Alain Chicoine, qui aujourd'hui fait plein de réalisations à la télé. Il travaille beaucoup avec Véro puis tout ça. Puis là, à un moment donné, Alain, il me dit, Mike, on connecte pas. Asti, on connecte pas. Je fais comme, OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, je suis debout, j'attends. Mais tu sais, cette adrénaline-là, c'est incroyable. Je t'en parle, là, puis je le revis, puis je me revois encore à 5 heures. Il venait de mouiller, tout le monde était plein de boîtes. Il faisait soleil, finalement. Et là, je suis là. Puis là, à un moment donné, j'entends Chico qui me crie dans les oreilles. On est là dans 10 secondes! Puis la première affaire que j'entends, le bulletin de nouvelles de TVA part, j'entends Sophie Thibault qui me dit on s'en va à Saugerties rencontrer Mike Gauthier. Puis là, ça a parti. Là, l'adrénaline, là, j'aurais pu faire 2 heures. C'était là. Hey, c'est drôle que tu dises ça parce que moi, j'ai pas été là longtemps, 3 ans dans ma vie, mais un moment donné, je suis allée couvrir un concert d'Arcade Fire dans un stationnement à Longueuil. C'était un concert oui, Suburbs. Exactement, pour The Suburbs qui venait juste de sortir. Ils m'envoient là Musique Plus, puis ils me disent tu vas faire, ça fait 3 mois que je travaille là, tu vas faire une intro, tu vas parler 3-4 minutes, puis après ça, on diffuse le concert en entier. On est branché dans la console. Wow. Puis bon, fait que je fais mes 3 minutes d'intro et j'ai un téléx, puis on me dit on pogne pas le concert, on n'entend pas le concert, alors continue de parler. Ouais. Et j'ai parlé pendant 30 minutes d'Arcade Fire. Non. Sans arrêt. J'étais toute seule. T'avais pas d'invité. C'est ça que ça fait. Pas d'invité. Mais là, j'aurais plus jamais peur de rien. Non. Combien de personnes m'écoutaient à la fin? Sûrement 0. Ou peut-être mes parents. Mais tu sais, ça devait être super plate comme télé. Mais je suis passée à travers, je l'ai faite. Puis on pouvait pas partir une émission à 45 ou à 50. Fallait attendre la demi-heure pour partir un show en remplacement. Fait que c'était terrible. Mais c'était des affaires comme ça qui n'arrivaient qu'à Musique Plus. Puis qui te donnaient, t'as raison de le dire, un rush qui est dur à retrouver. T'es prêt à faire n'importe quoi après, là? T'es prêt à faire n'importe quoi. À un moment donné, là, j'ai fait quelque chose là, sur quelqu'un qui était décédé. Puis à un moment donné, ils me disent, finalement, c'est plus 3 minutes, c'est 7 minutes qu'il faut faire. Je fais comme, pas de problème. Pas de problème. Hey, mais Hey, moi, moi, j'amenais l'animateur, je disais, tu sais, il y a aussi telle période. Ah oui, c'est vrai, mais je repartais. Oui. Mais en fait, le fait d'avoir animé en direct pendant 8 ans, ça fait que dans n'importe quel contexte, comme maintenant, si tu me disais, OK, tu as 10 secondes, 9, 8, 7, 6, je peux finir à la seconde près. Alors ça, c'est vraiment intégré. J'arrive toujours là, à la seconde près. Un décompte tight, oui. C'est probablement un sport le sport que j'aime le plus pratiquer. Ah non, c'est super le fun. Alors tu me dis, tu as 17 secondes ou tu as 22 secondes, je te fais ça. Comme ça. Ça, c'est facile. C'est une des raisons pourquoi on est invité aussi sur les chaînes généralistes maintenant. Parce que s'il y a du temps à faire de plus, ils ne s'inquiètent pas. S'il y a du temps à faire de moins, ils savent que, en plus, ce qui est drôle, c'est que maintenant, je fais beaucoup plus de collaborations avec Nouveau. C'est dans la grande famille de Bell Media. Je suis là à Énergie. Oui. Et puis, c'est la réalisatrice, c'est Stéphanie Marin, qui était la réalisatrice à Musique Plus avec moi. Ça fait que quand j'ai su que c'était elle a fait comme, mais il n'y a pas de trouble. Tu sais, des fois, là, je suis posé d'avoir 5 minutes, puis ça coupe à 3, puis elle fait comme, Mike, on coupe à 3, pas de trouble. Puis à un moment donné, elle me décompte ça, elle me connaît. Fait que tu fais comme, c'est encore mieux. Tu sais, j'aurais pu le faire avec n'importe qui. Mais c'est ça que ça nous a. On est allé à la guerre. Sans que ce soit dangereux pour nous, ça se compare pas, mais c'est une façon de parler au sens figuré. Woodstock 99, c'était assez intense. Moi, je m'en rappelle encore, le samedi soir, on est sur la tribune, puis que les tours commencent à shaker de même. Puis qui arrachent toutes les planches de plywood qui formaient une barricade autour et qui mettaient ça dans le feu qui grossit, puis là, tu vois un camion citerne avec du gaz qui pourrait exploser. My God, tu sais, c'était l'apocalypse, là. C'est l'image la plus proche de l'apocalypse. Mais vous étiez combien, coudonc? Parce que Pat Marcellet était là. Oui, on était plusieurs. Anne-Marie était là. Fait que Musique Plus envoyait toute la gang. Ben oui, parce que ça durait 3 jours. Ouais. Il y avait du direct à faire toute la journée et des entrevues à faire avec tous ces groupes-là. Donc, on se courroyait partout, là. Puis c'était drôle parce qu'à un moment donné, on était bien placés, puis les artistes étaient comme assez... tu sais, à un moment donné, on avait vu... J'étais en train de faire une entrevue avec quelqu'un. J'ai vu passer Puff Daddy, qui était la grosse vedette dans ce temps-là, en 99. Je l'ai manqué, mais sinon, je l'aurais pogné en passant. Il se promenait. Ouais. Il était dans la foule. Non, il était en arrière. Dans la section en arrière. Mais au lieu d'avoir une section réservée à eux autres, lui, il était venu se promener de côté des médias. Il voulait parler. Mais tu sais, ça, c'est un des beaux côtés. Mais le reste, Woodstock 99, là, c'était pas si pire. Mais parce que quand l'alcool et la drogue a kické in, c'est là que ça a dérapé. Parce que le vendredi après-midi, c'était beau, tout allait bien. James Brown chante, ça danse, tout va bien.
Mais là, quand ça a commencé, l'alcool puis le dérapage... On là, a vu le plus vous l'avez laid. vu dans le documentaire. Oui, dans Ouais. le documentaire Trainwreck. J'ai amené une coupe d'affaires. Voulez-vous Hey, ben, oui, moi, je continuer? veux voir. OK, mais vas-y, Geneviève. Attends, ou on le Vas-y. fait après, mais il faut que je Ben réponde oui. à ta question. Qu'est-ce Oui, que Musique qu'est-ce qui- Plus m'a légué? Oui. OK. Moi, ce qui va toujours me rester de Musique Plus, c'est la chance d'avoir pu travailler à un endroit où j'avais une liberté totale d'expression, de vêtements, de paroles, de montage, de... Tu sais, par exemple, Éditorial, le côté éditorial. Si j'étais dans la salle de montage avec un monteur, par exemple, puis qu'on se disait, ce reportage-là, il serait plus beau en noir et blanc, on verrait moins les affaires LED sur le mur. Ah, on le vire en noir et blanc. Ouais, OK. On le virait en noir et blanc, puis là, ça passait en ondes comme ça. Pas besoin de demander la permission à t'approuvait. personne. Dans n'importe quelle télévision, tu essayes ça, toi, de virer quelque chose en noir et blanc? Il va falloir que tu demandes la permission à 10 personnes et Ça va probablement sûrement que tu vas être te faire dire En non. plus, c'est ça. Alors là, on n'avait pas besoin de demander la permission. Quand j'animais en direct, le caméraman pouvait dire « OK, là, ça va être juste ton œil là, qui s'en va en onde. OK? Wow. Ton œil droit s'en va en onde. » Je fais « OK. » Ça veut dire que je parlais, puis c'était juste mon œil à la télé. Parce que ça y tentait. Ça a pas de bon sens. Pas besoin de demander la permission, pas besoin C'est d'expliquer. Quand je suis arrivée avec les cheveux rouges, mon boss, il a fait « Ah, right, cool. » Tu sais, alors qu'à d'autres endroits, ben là, aujourd'hui, il n'y a plus rien là, tout le monde a les cheveux de couleur, mais tu Non, sais, mais à souvent, c'est l'époque... écrit dans ton contrat que tu n'as pas le droit de changer de coupe de cheveux là, Ouais. du jour au lendemain. Il n'y avait pas ça à Musique Plus. Non, puis dans bien des milieux de travail, Ben, de toute façon, t'arrives le les contrat à Musique Plus, c'était une page, puis c'était tout, là, tu sais. T'avais un contrat, toi? Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, il y a bien des endroits où tu travailles dans un bureau, puis tu arrives avec les cheveux rouges, ça passe pas, tu sais. Alors, je pouvais m'habiller comme je voulais, me maquiller comme je voulais, parler de ce que je voulais, puis faire les montages comme je voulais. Et ça, tu retrouves ça nulle part ailleurs. Cet ensemble de possibilités et cette grande liberté-là, C'est fou. tu la retrouves C'est très rarement. formaté aujourd'hui, c'est ça le problème. Musique Plus, tu sais, on dit tout Sauf ah, sur le web ou ça- les réseaux sociaux. Ouais, C'est ça qui est le fun. exactement. Ouais, Ouais, mais c'est des gens qui sont pas régis. c'est ça. Tu sais, c'est des gens qui peuvent faire ce que les influenceurs peuvent se permettre de faire aujourd'hui. Nous, on le faisait à la télé conventionnelle. Avec ça. une équipe, Oui. avec des moyens, Oui. même si c'était pas des gros moyens. Ouais, mais tu sais, les équipes de tournage, c'était un caméraman et moi. Hein. Oui. Et le caméraman faisait le son, donc on était deux, Ouais. très complices, donc c'était léger quand C'était même. Puis léger, ouais. on faisait souvent aussi des trucs où on pouvait filmer nous-mêmes. On en faisait. Tellement. Aussi. Ça me donne envie de voyager dans cette époque-là. Moi, je m'ennuie de Musique Plus, c'est drôle, hein? Particulièrement ces temps-ci. C'est peut-être parce que je savais que j'allais faire cette entrevue-là avec toi, là, fait que ça m'a replongé dans mes souvenirs, mais je m'ennuie de... Tu sais, parfois, on pense au passé, parce que Oui. c'était tellement plus le fun dans Ouais. le temps, là. Mais honnêtement, c'était vraiment spécial. Ah oui. C'était vraiment spécial. C'est quand tu sais. Olivia Newton-John est décédée récemment, là, Ouais. à Musique Plus, tu aurais eu toute la collection de vidéos qui aurait passé, ou à Ouais. Musimax. Tu aurais eu Des Grease qui aurait entrevues. passé. Ouais. Tu aurais eu Twist of Fate. Tu aurais eu plein de... Xanadu aurait tout passé. Ouais. Tu sais, là, nous autres, il a fallu... Tu sais, là, il y a, je sais pas trop qui, Télé-Québec ou Nouveau qui a récupéré un film d'Olivia. Tout ça, tu sais, mais dans ce temps-là, ça aurait été commun. Ah, ça Ça allait aurait de été soi, commun. là. C'était ça, C'était- puis on on... s'en reverrait le sur monde une s'arrêtait, scène, c'est là. ça. Ça aurait été un 24 heures, Olivia Oui. Newton-John. Un week-end, Olivia Mais oui, Newton-John. puis ça aurait été mérité, ça Voilà. n'aurait pas été Ben, exagéré. complètement. Pourquoi t'es partie en 2000? Moi, je suis partie en 2000 parce que j'avais été approchée quelques fois par TVA pour aller faire du culturel à TVA. Puis moi, je me disais tout le temps, ben non, je suis au meilleur endroit pour parler de musique, puis tout ça, fait que c'est ce qui me gardait là. Puis à un moment donné, ben ça commençait à changer. Là. En 2000, ça commençait tranquillement à changer. Puis là, on m'a proposé d'aller travailler sur une émission culturelle. Puis je suis allée. Puis après ça, j'ai fait Dans ma caméra. Puis Dans ma caméra, j'ai trouvé ça super le fun parce que là, je trouvais quand même pas mal une forme de liberté parce que C'est j'étais vrai. seule avec l'artiste, avec la caméra. Puis ça m'a fait faire des choses très le fun. Ouais, Ça aussi, ouais. ça fait partie des beaux souvenirs. Donc, c'est pour cette raison-là. Mike, t'es parti quand t'as pas eu le choix Le de coup de partir. balai. dans Le deuxième fond. où c'est ça. J'ai évité un premier coup de balai. Puis le deuxième, puis c'était normal aussi. Je veux dire, ça faisait 22 ans que j'étais là. Tu sais, je veux dire, j'avais quand même un salaire qui était quand même pour 22 ans de service. Mes connaissances, puis tout ça. Puis à un moment donné, tu sais, quand c'est arrivé, là, tu sais,
Je me rappelle encore d'avoir rencontré Luc Doyon, ça a duré 10 minutes, il m'a donné une enveloppe, puis j'ai dit, ben je te remercie, parce qu'à un moment donné, je savais qu'il fallait que ça se termine, puis c'est là que ça se termine, puis c'est correct, puis c'est bon. C'est pas, je sautais pas de joie, mais je comprenais que ça devait arriver un jour, parce que de toute façon, on n'avait quasiment plus de musique en ondes, puis c'était beaucoup de télé-réalité qu'on achetait un peu partout, puis tout ça. Fait que, tu sais, je serais jamais parti de moi-même. Tu sais, c'était comme un vieux couple. Tu sais, des fois, un vieux couple, tu continues. Puis de temps en temps, j'avais des aventures. J'allais à RDI, j'allais à TVA, j'allais un peu partout aller faire des gros shots. Fait que je me disais, bon, ben, tu sais, c'est juste ça. Mais à la fin, Mike, t'étais encore animateur, mais t'avais un poste de direction musicale. Exactement. Mais après ça, la musique, c'est super. Ouais, j'ai été une belle récompense. Ça a bien fini parce qu'ils m'ont donné un beau titre comme ça de direction puis de réorienter la station. Tu sais, quand je suis arrivé, là, j'ai amené le côté radio puis ils l'ont pas trouvé drôle. Là, les maisons de disques, moi, je suis rentré puis il y avait plus de rotation intense, lente puis tout ça. Parce que des fois, moi, je suis rentré, j'ai dit, il y a 20 vidéos par semaine qui vont jouer puis ça vient de s'éteindre. Ça va être les mêmes 20 vidéos parce que moi, j'avais remarqué qu'à YouTube, tout le monde allait voir ses vidéos quand il voulait. Fait que moi, j'avais le réflexe de radio. J'ai dit, regarde, la personne qui sait pas quoi regarder le soir puis qu'elle tombe sur une vidéo qu'elle aime puis qu'il y en a un autre qui suit puis qu'il y en a un autre qui suit, ben c'est ça parce qu'on pouvait, pour faire découvrir la musique, on n'était plus là pantoute. Ah, je comprends. T'as apporté du stock. Montre-nous, c'est quoi que t'as apporté? Ça m'intrigue. J'ai surtout collectionné des passes. Bon, ça, c'est celle de quand Paul McCartney a joué. Oui, au 400e de en 2008, Québec. J'étais content de média, assis à côté de la console de son. Oh, wow. Je me suis senti très privilégié. Ça, je l'ai gardé. La première de l'œuvre, mon billet. Pour la première de l'œuvre. C'est des choses que j'ai vécues grâce à Musique Plus. C'est pas écrit Musique Plus dessus, mais tu sais, là, McCartney nous avait parlé un peu. Puis tout ça, c'était tellement drôle. Louis Morissette, là, ce soir-là, j'étais son ami parce qu'il avait passé sur le tapis rouge. Puis il faisait une entrevue avec moi, puis Véro. Puis là, il voyait McCartney qui s'en venait, puis là, il me disait, Mike, parle-moi longtemps encore. Parle-moi encore longtemps, parce que je suis du bon bord, puis il va s'en venir. Puis quand Paul McCartney est arrivé, il y a un caméraman allemand qui servirait de bord, puis il a pété sa caméra dans la face à Louis. Mais Louis, il était content. Parce qu'il avait vu Paul McCartney de proche. Ça, c'est toutes les affaires qu'on a couvertes. Les Junos, c'était le fun d'aller faire les Junos. Hein? On couvrait toujours les Junos. On partait quelques jours à Toronto, par exemple. Et à un moment donné, les Junos étaient sur la route, en fait. Donc, une année, c'était à St. John's, Newfoundland. Un moment donné, c'était à Vancouver. Fait qu'on se promenait, on suivait les Junos. Puis là, on partait 3 jours. Puis là, on faisait plein d'entrevues. Puis tout. Ça, c'est une de mes préférées. Pop de U2. Oui. Passer une journée à Prague avec U2, c'était particulier. Wow. Management guest. Oui, exactement. Ça, c'était particulier. Elle est belle à part de ça, la base. Elle est belle. Puis avoir passé la journée avec eux autres, avoir l'entrevue, arriver là-bas, puis me faire dire, ben on n'a pas d'entrevue. Je fais quand même, c'est pourtant la maison de disques au Canada m'avait confirmé. Ah non. Fait que là, ils me disent, là, ils me testent. Fait que là, il m'envoie le gérant. Là, je fais l'entrevue avec le gérant, avec Paul McGuinness. Tu sais, j'étais comme bien sérieux. Je parlais avec lui. Puis là, je beurrais épais. Là, je montrais que je connaissais U2. Puis là, il a fait, OK, ça sera pas long, ils vont venir. Fait que j'avais eu The Edge puis Larry Mullen Jr. Quand même. Qui est archi gentil. Larry Mullen Jr. The Edge qui est tellement cute. Pour vrai? Ben oui. Et quand on a fait l'entrevue, on a fini l'entrevue, puis tu sais, ça a duré comme 10-15 minutes. Les gars, ils partent, salut. Et là, quand le show est fini, nous autres, on avait le All Access avec ça. Fait que j'étais à côté contre le meuble, là, j'ai vu partir, puis Larry Mullen Jr., il passe, il recule, il vient me donner la main, puis il fait comme, je te revois à Montréal. Hein? Là, je fais, il est archi gentil. Fait que j'ai trouvé ça bien fun. Ça, ici, ça, c'est quand les médias, les artistes québécois, avec Monique Giroux, avait eu la permission, le jour de la Bastille, le 14 juillet, de faire un show avec uniquement des artistes québécois. On avait été envoyés là. À Paris? Oui, exactement. Puis j'en ai une. Mets tout ça sur la table. C'est ça, regarde. Ça, c'est une autre affaire. On a fait un film à Musique Plus. Oui, un film d'Halloween. On a fait un film. C'est ma blonde qui a retrouvé ça dans les boîtes. Puis moi, je cite un peu en Quasimodo, je pense. Voyons donc. Claude faisait bien sûr une espèce de vampire, de personnage. Anne-Marie était avec qui, donc? Elsie était une vampire. Wow! C'est bien hot! La musique dans le sang. Ben oui, ben c'est moi, ça. j'étais un chat. Quelle époque! Oui.
Ah, mais on faisait souvent des sketchs à Musique Plus parce qu'il y avait Alain Simard qui réalisait des sketchs, des parodies, des trucs. Fait qu'on a joué dans toutes sortes d'affaires. Oui, on était habitués. Quand on avait fait Fax, les Beatles, tu sais, quand les Beatles avaient lancé l'anthologie, on s'était déguisés en membre des Beatles. Moi, j'étais McCartney. Puis là, Pierre Marchand, il avait la même basse que McCartney qui avait été signée par McCartney. Fait que là, moi, je jouais avec ça. Puis on avait des petites perruques, là, puis on a filmé... C'était Patrick Masbourian, le réalisateur, à l'époque. Oui! Puis là, ça nous aidait à parler de la sortie de l'anthologie des Beatles, tu sais, fait qu'on était déguisés. Ah, c'était fou. Ça, c'est une que je garde précieusement. Imagine, présidence de la République, on avait été j'avais été couvrir Céline Dion pendant une couple de jours à Paris, puis là, elle recevait un honneur de la part du gouvernement français. Et en France, la façon dont ça marche, quand quelqu'un est reçu à l'Élysée, il y a une caméra qui est là, puis c'est filmé, puis tout le monde, après ça, reçoit une cassette, puis tu feeds. Et René avait dit, non. Les médias vont rentrer, sans ça, on va pas à la réception. Puis une demi-heure plus tard, on recevait toute notre passe de même. Puis là, on rentrait, puis on était dans le gros salon de l'Élysée. Wow! Là, j'étais avec Francis Bibeau. T'as-tu connu Francis? Oui, Bibeau, caméraman. Oui, et là, on est là, puis on fait comme, ben voyons donc, quel power! Ah ouais, quel power! Quand René, je le décidais. Ben oui. Fait que ça avait été le fun au bout. Puis le plus drôle, là, c'est que c'était Sarkozy à l'époque qui était président. Puis à côté, il y avait tout le temps son gars très haut placé dans l'armée avec la fameuse valise au cas où il y avait des codes à donner pour faire une attaque. Et là, je suis à côté. Et là, le gars, il parle avec sa blonde. Puis là, sa blonde, à un moment donné, elle s'en vient vers moi. Puis elle fait comme, comment tu vas? Je fais comme, comment je vais? Elle dit, moi, je suis québécoise, puis j'ai grandi avec toi en t'écoutant la Musique Plus. T'es à l'Élysée. Fait que ça. Ouais, puis les autres petites affaires que j'ai ramenées, ça, c'est un des moments les plus loufoques que j'ai vécu dans ma carrière. C'était L'Enfer, c'est nous autres avec Julie Snyder. Et il y avait les Jeux olympiques à Atlanta en 96. Puis il avait décidé de faire les Jeux olympiques puis il y avait eu Musique Plus. Moi, j'étais le coach de Véronique Cloutier. Ah, wow! J'étais son... C'est drôle! Mon Dieu, c'est tellement des beaux souvenirs! Ah, oui, j'en ai plein, j'en ai d'autres, mais je vais vous montrer celui-là parce que ça, Geneviève va faire comme, ben voyons donc, il y a encore ça. Wow! Le vieux, là, avec le premier logo. Il est vraiment beau. Ouais. Wow! Le premier logo. Fait que, puis il me fait encore. Mais ça, tu l'as eu par après? Parce que non, je l'ai eu dans le temps. Ah, c'était encore moi, j'ai connu les derniers. Moi, j'ai connu Musique Plus, ce logo-là, le jaune. Ouais. Puis la télé stéréo, la télé vidéo en stéréo. Mais on disait plus câble 20 parce qu'on avait commencé à changer de chiffre un peu. C'est quoi ça? Ça, c'est deux autres petits chandails avec les nouveaux logos. Puis ça, c'est le chandail pour avoir les 18 ans. 18 ans. Ah, je l'ai chez nous, ça! Toi, tu devais être arrivé. Non, j'étais pas là, mais mon chum était là, puis le t-shirt, il fait plus aujourd'hui, contrairement à toi. Fait que c'est ça que j'ai gardé. Moi, j'ai pas grand-chose en tant que tel, mais ça, je les ai gardés parce que je trouvais ça important. Tu sais, je les porte pas. Là, non, mais c'est beau de les avoir. Puis avec le deuxième logo, tu sais, avant que tu arrives là, pour le DW, là, c'est ça, c'était à 18 ans, celui-là. Merci tellement d'avoir partagé ça avec moi. Je me sens, tu sais, c'est drôle parce que vous dites souvent que vous vous sentez privilégié d'avoir rencontré des vedettes internationales. Moi, je me sens privilégiée d'avoir passé du temps avec vous. Ah, parce que c'était vous, mes vedettes, quand j'étais jeune. Merci d'avoir partagé ça avec moi. C'est vraiment gentil. De parler de tout ça. C'est des beaux moments. Tu sais, c'est des choses qui sont gravées dans notre mémoire. Puis de les prendre, puis de les remettre sur la table ici avec une partie de nos tripes, ça, c'est encore plus le fun. Oui, c'est ça. Ça va toujours rester hyper magique, cette période-là. Ouais. Vous avez le feu encore de Musique Plus. Oh oui! Merci Geneviève, merci Mike. Merci.